Bonjour, James. Regardez, nous sommes assiégés. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est plus que la réverbération du soleil. La température a grimpé de 5 degrés. Et voici un autre détail intéressant. Comment imaginer que ces fourmis sont parvenues à bâtir sur une zone empoisonnée où elles ne peuvent absolument pas vivre? Vous avez dit 5 degrés? En 1 heure et demie. Et le soleil n'est pas encore au zénith. Maintenant, regardez ça. En 1 heure et demie? Regardez ça, je vous en prie. C'est fascinant, regardez. Quelle adaptation magistrale, n'est-ce pas? Nous les provoquons avec un produit chimique jaune, elles répliquent avec des créatures jaunes. Nous allons frire. Question. Que veulent-elles? Quel est leur but? Elles n'en ont aucun. Elles ont fait sauter la camionnette. Écoutez, Hobbs, je suis venu ici dans l'intention de me taper 15 jours de science au soleil. Est-ce que j'ai dit que j'avais envie de venir me battre contre des fourmis? Et pourquoi avez-vous laissé la camionnette dehors? Et bonjour à toutes et à tous, est-ce qu'on s'entend? Et on s'entend, On je s'entend, crois. ça va aujourd'hui, ok. Miracle. Voilà, et ben vous êtes pour changer lundi 17h sur les ondes de Radio Canu 102.2, Nico. La plus rebelle des radios. C'est ça, on est sur les ondes. Au congrès de futurologie, émission de science-fiction de l'équipe de programmation des Intergalactiques. Mais les intergalactiques, qu'est-ce que c'est C'est un festival de science-fiction qui doit se dérouler en avril normalement, si rien ne nous en empêche, Oui, ça va. en 2021. Et c'est un super festival, on est très content de le programmer tout simplement. Et aujourd'hui nous avons avec nous Sam Cocaille. Bonjour, alors est-ce qu'on t'entend bien Sam? Je suis très contente. Ah, on t'entend bien, c'est Là, on t'entend mieux. Il y avait un petit... Je suis très contente d'être sur cette radio que j'ai souvent écoutée. Donc ça me fait bien plaisir. Ça c'est cool. Et ben, on est super content de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un film en plus particulier que tu as sélectionné. Et il s'agit donc de Phase 4 de Saul Bass. D'ailleurs on dit Saul Bass ou Saul Bass? Saul Bass? Saul Bass peut-être. Comme vous préférez. C'est une bonne question. Et donc, eh ben, on est là pour parler de ce film, sorti en 1974, un film, il a fait que ce film, je crois, notre réalisateur. En long Seul métrage. long métrage, Ouais. oui. Ouais. Alors pourquoi tu as sélectionné ce film, Sam? Parce que je trouvais que parmi les films de science-fiction, c'était un film assez à part. Qu'il arrivait à rendre spectaculaire des choses si petites et communes qu'on côtoie un peu tout le temps, donc qui sont les fourmis, qui paraissent pas très impressionnantes comme ça, et lui arrive à les rendre très impressionnantes. Et souvent les films de science-fiction, justement, c'est plutôt des choses assez gigantesques, un peu épiques. Et voilà, le fait que là ce soit des fourmis qui soient au cœur du film, je trouvais que c'était un beau tour de force. Et voilà, je trouve que c'est un film très intéressant. Ah bah il est considéré comme un chef-d'œuvre assez méconnu du grand public en tout cas. Et alors que les amateurs de science-fiction, de gens qui peuvent apprécier ce genre de film, qu'ils connaissent, l'aiment beaucoup. Nous on l'avait programmé en 2014 sur la thématique écologie et science-fiction. Donc on s'était fait plaisir. Ouais. Et c'était cool. Et ben, on peut parler un peu du réal du coup. Ah, moi, je pensais qu'on allait parler de la chaîne de notre invité avant. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire un petit point sur ça. Ah. Moi, je manque à tous mes devoirs. À nos rituels. Non, mais non, j'avoue, c'est moi qui. Nicolas a complètement raison. Oui, Sam, dis-nous en plus sur ta chaîne et sur ton travail. Alors moi je fais des vidéos sur une chaîne sur YouTube qui s'appelle Vidéodrome, donc comme le film. Hein. C'est un film? Voilà, ce qui n'aide pas à retrouver la chaîne sur YouTube. Mais quel est ce film? Très bon film de Cronenberg. Et du coup sur ma chaîne j'essaye en gros de parler, de mettre en parallèle des représentations cinématographiques de certains personnages qu'on retrouve très souvent avec leur réalité sociologique. Alors dit comme ça, en gros voilà, c'est une chaîne qui essaye de mélanger un peu le cinéma et les sciences sociales. Donc par exemple voilà, on va prendre un thème ou un personnage récurrent. Donc en ce moment par exemple je travaille sur les travailleurs domestiques et quelle est leur représentation au cinéma et l'image qu'on en donne, l'idéologie qui est véhiculée, etc.
et à côté de ça, quelle est la réalité sociologique, comment ça se passe dans la réalité, politiquement, historiquement. Voilà, j'essaye de comparer un peu ces deux choses, ces deux aspects. Le troisième volet, parce que du coup c'est des longues vidéos que tu fais, enfin en tout cas tu fais 3 parties en général, ou des fois 2, Oui, j'imagine qu'il n'y a oui. pas de règle. Mais la troisième partie sort bientôt, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est que pour l'instant, il y a les 2 premières parties. Et la toute dernière partie qui elle sera quand même plus sociologique, il y aura quand même plus de tableaux chiants que d'extraits de films, mais qui je pense est la partie peut-être la plus importante. Elle devrait sortir, je l'espère, ce week-end. Voilà, je vais tout faire pour. Non mais ça, en tout cas les 2 premières étaient super intéressantes, et le documentaire dont tu mets des extraits a l'air trop bien. Il y a plusieurs documentaires, Ouais. celle avec en 4 tiers avec la petite vieille qui travaille pour des riches depuis un moment. Jean de Maison, Ouais, c'est un c'est documentaire de 97 qui s'appelle Ouais. Jean de Maison, dont je me rappelle plus du Il a l'air très bien. réalisateur. Et elle existe depuis combien de temps ta chaîne du coup? 3 ans et demi à peu près. Enfin, il me semble que ouais, je l'ai ouvert en 2016, donc voilà. Donc tu fais partie en tout cas de cette belle team de youtubeurs, enfin même si on dit plus trop youtubeurs maintenant, enfin, c'est un peu passé de mode. Tu dirais quoi toi d'ailleurs comme Plutôt vidéaste, parce que ouais, je me dis que si demain YouTube c'était terminé, mes vidéos je fais en sorte qu'elles soient... Si un jour il n'y a plus YouTube, je peux les mettre ailleurs. Donc c'est pour ça que elles je ont un parle avenir. jamais Oui, c'est que d'abonnement ou de choses comme ça dans mes vidéos, parce que je me dis que si jamais je devais partir de YouTube pour aller ailleurs, voilà, j'ai envie que mes vidéos soient juste un format en soi, pas spécialement pour YouTube, mais... Tu mets pas des petites miniatures avec des titres putaclic? Voilà, j'évite ça, je réclame pas, je quémande pas des likes, mais voilà, je me dis que mes vidéos pourraient être montrées voilà, sur d'autres plateformes s'il le faut. Bah c'est super tout ça. Donc la chaîne Vidéodrome, si vous allez sur le site des Intergalactiques ou en podcast plus tard, tout simplement, on met toujours le lien de nos invités, tout simplement pour aller découvrir leur travail. Donc il suffira de suivre de là d'où vous venez pour écouter ça d'une manière ou d'une autre. Bah merci beaucoup. Et ben c'est normal. Et ben parlons un peu de Phase 4 du coup. Phase 4? Phase 4. Ah merde, c'est pas le bon film que j'ai vu. Non, Ah bon. je plaisante. Qu'est-ce que t'allais encore regarder quoi. On est sur la sélection actuellement avec Nicolas et puis d'autres personnes de la programmation cinéma 2021 des Intergalactiques. Et oui, on voit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais. Enfin, toi, t'es parmi notre équipe de programmation. De toute façon, t'es notre monsieur cinéma. De très loin. On va dire. Bah oui, attends, tu regardes combien de films à peu près? Bah là, j'en ai sélection. pas vu tant encore. Moi, Enfin, j'en ai vu 10 actuellement. J'en ai vu 35, je crois. Voilà, rien que ça. Les courts-métrages, fais-moi rire. Ouais, les cours. Vas-y. Bah, je pense 300 parce que ceux sur Film Freeway. Au calme. Ouais. Ok. Non, mais ouais, s'il y a ceux sur Film Freeway, ils sont. On en a reçu plus de 300 et j'ai vu la plupart. Ouais. Plus ceux que j'ai mis sur le tableau, que tu vois. Les meilleurs en fait. Oui. Voilà. Moi, je me cantonne aux premières lignes généralement. T'as raison. Et à part si je vois un synopsis qui m'intéresse un peu, après, je vais T'as regarder. Mais Et d'ailleurs, t'as vu The Sist, oui, Sist, hier, et avant-hier. qui est pas fou, effectivement. Et il y a un acteur de The Room. Oui. Le fameux. Et The d'un Room. autre film aussi qui est un gros nanar. De Troll 2. Rien que ça. Mais voilà, ça vend bien. Ouais. Et ouais, The Sist, film Cinébis, qui ressemble à du film Cinébis, qui fait Ouais, du sans Cinébis surprise. et qui suit absolument qui est bien fait, c'est rigolo, etc. Mais moi, j'étais pas trop dedans, en tout cas. À l'inverse d'un autre film qu'on a revu pour l'occasion. Phase 4 Ouais. Ah, oui, on se raccroche à notre... Transition. Ouais, bravo, oui, il faut qu'on... Pas mal. On apprend, mais plus ça avec Nico, plus on apprend à se coordonner, on devient meilleur. C'est ça. On est un peu moins tendu derrière le micro. Phase 4, film de 1974, Réalisé par. Saul Bass. Mais qui est Saul Bass, Sam? Alors, donc voilà, comme on disait, c'est vrai que c'est son seul long métrage, le seul long métrage qu'il a réalisé. Après, il a fait plein de courts métrages, dont un court documentaire d'ailleurs qui est assez connu. Et Celui avec les yeux au début d'animaux ou pas? non, moi je pensais à Why Man Create. Ok. Qui est des morceaux d'animation avec du film, avec des parties filmées, des parties stop motion. Enfin bon, il a fait tout un... Mais il est très un très collage. créatif, ouais. Et ouais, il est vachement bien, ce court. Ces autres films, les courts, ils sont quasiment tous réalisés avec sa femme, du coup, co-réalisés. Voilà, J'avais remarqué ça. Hélène Bass, Ouais. effectivement, qui est presque jamais créditée, dont on parle très peu, mais qui a toujours travaillé avec lui. Parfois même... elle a parfois même fait des projets, elle toute seule, sans être forcément créditée.
Et en fait, donc ce couple-là, ils sont surtout connus pour être des graphistes, et elle est musicienne aussi. Et pour avoir travaillé en fait sur des génériques et des affiches de films et avoir un peu révolutionné, comme on dit, la façon de faire des génériques et des affiches de films. Et ils ont travaillé avec des très grands réalisateurs sur des très grandes œuvres. Non, mais il y a Psycho, j'imagine. Ouais, Vertigo aussi. Vertigo, c'est ça. Hitchcock. Ouais, Vertigo, ça. Beaucoup de films avec Scorsese. Aussi des films de Preminger, avec Kubrick. Oui, Spartacus. Enfin voilà, il y a énormément des années 50 aux années 90. Ils ont travaillé avec beaucoup de personnes et ils ont fait des génériques vraiment devenus cultes. Et pareil, des affiches de films, par exemple l'affiche de Shining, celle de Vertigo encore une fois aussi, qui ont marqué les mémoires avec les formes géométriques, les couleurs super vives. C'était assez c'est ça, nouveau. C'était quoi leurs influences alors? Alors ils avaient j'arrive jamais à le dire, une école russe. Ah oui, j'ai vu ça. Oui, voilà. C'est ça? Comment tu dis? Le Bao, alors je vais prononcer n'importe comment. C'est comme mon accent en anglais, c'est n'importe quoi. Baos. Voilà, le constructivisme B-A-U-H. Je sais l'écrire en fait, mais je sais même pas bien le prononcer. Ouais, comme le groupe quoi. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait surtout, on mettait en avant les acteurs, on mettait les têtes d'affiche, c'était le plus important. C'est vrai que lui, il prenait juste des éléments du film, et du coup, c'était quand même assez risqué, mais ça a très bien marché du coup. Ouais, ça fait très Art Nouveau, tout ça, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas si c'est lié ou pas, mais ouais. Enfin, en tout cas, l'utilisation des formes géométriques, c'est un des trucs qui caractérise bien ces génériques, j'ai l'impression. Oui, totalement. En tout cas, si on connaît les films et les affiches, on les a tout de suite en tête. Hein. On dit le générique de Vertigo ou même son affiche, etc. Ça marque de toute façon. Oui, c'est clair. Et l'inventivité aussi, parce qu'ils aimaient bien mélanger les gens, l'animation, tu disais, et filmer vraiment des choses aussi. Et j'ai l'impression de souvent voir des animaux aussi. Enfin, ils aimaient bien filmer les animaux déjà. J'ai l'impression. C'est un truc qui revient. Il y a un générique avec un chat. Ouais, entre autres. Qui paraît-il était leur chat, le chat du couple basse. Mais après, j'avoue que je saurais pas te dire. C'est possible. Hein, mais là, c'est vrai qu'en tête, c'est vrai que j'ai plutôt les films dont on vient de parler, Hitchcock, Scorsese et tout ça, et je vois pas forcément d'animaux. Mais bon. Moi, j'en vois 2-3 avec des animaux. Mais puis je pense aussi, du coup, ils ont fait un court-métrage qu'ils ont réalisé ensemble, qu'un pote, Simon, je lui passe le bonjour, m'en a montré le début, il y a pas longtemps, il y a quelques jours, un peu par hasard. Il savait même pas qu'on allait faire cette émission, et ça commence avec des gros plans d'animaux, de plein d'animaux, et ensuite ça finit par un œil d'être humain, etc. Qui est déformé un petit peu. Non, en gros plan aussi. Mais c'est pas un générique, c'est le début d'un film un peu éducationnel, je crois. D'accord. Et, voilà. Et d'ailleurs, il m'a montré aussi le début de Quest, un cours qu'ils ont réalisé ensemble de science-fiction. Ils aimaient bien la SF, j'ai l'impression. Oui, Quest, j'en ai en préparant un peu avant de venir à l'émission, en relisant des choses sur Phase 4, etc. Moi, je l'ai jamais vu, mais j'ai vu souvent le titre de Quest qui revenait. Donc, ouais, c'est réalisé en 1984, je crois. Oui. Est-ce que c'est lui qui a fait Géniaque de Casino? Oui, c'est ça. C'était son dernier d'ailleurs. Ouais, c'était ça. C'était ce que j'avais. J'étais pas bien sûr, mais oui, générique de ouf, quoi. Enfin, vraiment, incroyable. Vraiment. C'est avec l'explosion de feu là et tout. Ouais. L'explosion de feu. J'ai 5 ans. Non, mais en plus, c'est vraiment une explosion de feu avec du feu, des flammes. Là, c'était dans l'idée c'est vraiment il y a ça. toujours du feu dans des explosions. Oui, mais celle-ci particulièrement. C'est vrai. Qu'on confronte pas avec un Michael Bay, quoi. Alors, du coup, il a plus de talent que Michael Bay, je crois qu'on peut le dire. Oui, oui. Dans son seul film, et c'est dommage parce que je trouve que il déploie, genre vraiment, c'est un vrai auteur qui déploie des gimmicks qu'on retrouve dans ses génériques et dans ses courts métrages. Et en tout cas, c'est un film qui reste impressionnant encore aujourd'hui. On revient sur Phase 4 là. Ouais. Coup. Et qu'est-ce que ça raconte du coup, Phase 4? Ça se passe dans une région désertique des États-Unis où la population et les scientifiques observent que les fourmis changent leur comportement. Les colonies de fourmis, qui normalement étaient en conflit, se réunissent et commencent à éliminer tous leurs prédateurs. Donc la population commence à s'inquiéter un peu. Et ce qui se passe aussi, qui est assez
y a comme des phénomènes un peu étranges qui se passent, c'est-à-dire que les fourmis font des constructions mystiques, on va dire, un peu étranges, comme des sortes de totems qui sortent de terre. Ils font aussi ces cercles dans les champs. Un carré. Comme dans Cygne. C'est un carré entouré d'un cercle. Enfin, un cercle avec un carré dedans, ouais. Ah ouais? Ouais. C'est possible. Vous savez, il y a même la caméra qui tourne pour faire un peu le côté, du carré. Et on voit les têtes de moutons à moitié morts. Enfin, un truc que font pas les fourmis d'habitude, en tout cas. Exactement. Pas en Vendée, ni vraiment. N'Auvergne non plus, après. Et, au Chili, et peut-être. voilà, du coup, après, c'est... non plus. Et donc voilà, après tous ces phénomènes un peu étranges, il y a 2 scientifiques qui sont amenés, qui vont devoir étudier le comportement de ces fourmis. Voilà, 2 scientifiques, un qui serait un peu plus, je crois que c'est un biologiste, qui a semble-t-il plus d'expérience et qui demandera de l'aide à un autre scientifique un peu plus jeune, mais un peu plus ouvert d'esprit, on va dire. Et ensemble, ils vont essayer de comprendre en cause ce que veulent ces fourmis et aussi de s'en défendre. Et voilà, ils vont pour ça devoir éloigner la population. Et ils vont s'installer dans une base scientifique au milieu du désert. Donc c'est vrai que ça, c'est assez... on parlait des formes géométriques. Ouais, c'est un film avec beaucoup de formes géométriques. Ouais. C'est vrai, maintenant que tu dis, toi, je sais pas t'en penser, mais c'est vrai qu'on retrouve ce gimmick aussi. Ouais. La tente, c'est une espèce de dôme à face plate, quoi. Ouais. Non, j'ai rien de plus. Non, si, c'est vrai. Il y a aussi les routes qui sont les routes qui font des quadrillages. Il y a les galeries des fourmis, bien sûr. Il y a les totems. Quand ils tombent dans le trou, totems. là, c'est vraiment un trou carré avec des petites fenêtres limite. En tout cas, j'avais noté sur les premières minutes de film, on voit beaucoup de fourmis. Et c'est marrant parce que le film essaie de nous faire comprendre ce que font les fourmis. C'est genre parfois on a l'impression qu'elles discutent, qu'il y en a une qui fait un truc, etc. Puis qu'elle perd faire d'autres trucs. Et il y a vraiment. C'est vrai. Vraiment, je pense que c'est premières minutes. J'ai noté sur mon cahier beaucoup de fourmis. On voit beaucoup de fourmis. Là. Ça fait beaucoup. Non, mais ils essayent. Enfin, en tout cas, le sol, Saoul essaye de retranscrire une narration avec des fourmis, donc qui raconte rien parce que ce sont des fourmis. Oui, en mode documentaire presque. Oui, c'est mais il essaie de vraiment raconter un truc, donc c'est un peu de comprendre, etc. Mais oui, on voit qu'elle s'organise en fait. Et ce qui est intéressant aussi dans les premiers plans, c'est les étoiles, et du coup je me dis que c'est pour faire référence aux fourmis, les petits points comme ça. Entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Évidemment, ouais. Et puis aussi que voilà, finalement, nous on est un peu peut-être les fourmis on va dire, face à l'univers. Moi j'ai vu un truc comme ça, de tout était lié finalement. Les conséquences de tout ce qui était minuscule. Pouvait avoir de l'influence sur ce qui était plus grand. Totalement. Enfin, un truc un peu mystique comme ça. Même métaphysique le film à sa manière, surtout sur sa fin, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que les fourmis au tout début, c'est très très beau, je trouve ces plans. C'est des plans, justement, vous disiez documentaire, je crois que c'est quelqu'un qui, je sais plus du tout son nom, mais c'est quelqu'un qui avait qui avait travaillé sur des documentaires. D'ailleurs, 3 ans avant, un truc comme ça, en 71, il y avait un film documentaire qui s'appelle Des insectes et des hommes, alors que j'ai pas vu non plus, mais j'ai vu des extraits. Et qui en fait filmait les insectes comme ça de très 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 près, donc vraiment la tête de la fourmi avec l'œil de la fourmi et donc voilà, 3 ans plus tard ils reprennent en fait des images vraiment documentaires effectivement de vraies fourmis, mais sauf que elles sont filmées de tellement près que voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher des monstres en plastique ou je sais pas quoi, c'est vraiment elles sont super impressionnantes. Il y a une lumière qui est super belle qui fait aussi que elles sont un peu épiques, enfin je sais pas comment dire, mais elles sont impressionnantes quoi pour des fourmis. Et moi qui suis caméraman de base, je me demande comment ils ont fait, enfin genre à quoi ressemblent les caméras qui servent à filmer les yeux de fourmis en gros plan, parce que du coup c'est quoi, ça ressemble à quoi, c'est ça, enfin c'est impressionnant quoi. Mais je pense mais avec un microscope mais il y a des endroits où franchement ça m'interroge. Je serais curieux de voir un peu les optiques qu'ils ont utilisées, les espèces d'optiques mises sur les espèces de microscopes qu'ils ont dû mettre sur des caméras pour filmer comme ça. Ça doit être très intéressant. Un petit making-of de Phase 4, ça serait pas mal d'ailleurs. Du coup, on peut parler du Blu-ray qui est sorti chez Carlotta il y a très peu de temps. J'ai écouté l'émission Mauvais Genre qui revenait il y a en début de saison sur le film. Et oui, il y a le DVD de Carlotta qui est sorti. Donc à regarder, parce que c'est un super Blu-ray, enfin un DVD Blu-ray. Et il y a des making-of de ouf, des interviews. Ils ont même chopé la fin alternative.
que j'ai pas vu moi-même, mais il y a une fin alternative quoi qui existe. J'aurais dû l'acheter. Ouais, et puis un bouquin dedans. Enfin, Ouais. c'est un très bel objet. Pour faire un peu de pub à Carlotta pour ce très beau travail qui a été fait autour du film. Donc il est achetable dans tous les Amazones de France. Non, je plaisante. Le regard. Non, dans tous les petits magasins qui ne demandent qu'à survivre. Ou commander directement chez l'éditeur. Carlotta, ils font la vente en ligne, ça fonctionne très bien. Ouais, les sites d'éditeurs, ça marche bien. Pareil pour le chat qui fume, tout ça. Ouais. Et en tout cas, très beau Blu-ray du coup pour le découvrir en bonne qualité. En tout cas, c'est un film qui prend en compte contre-pied complet les films d'animaux qui étaient plutôt géants des années 50 par exemple. Il y a Vem, le film de fourmis géantes, et qui est vraiment beaucoup plus minimaliste et beaucoup plus introspectif sur sa narration. Enfin, c'est un film de monstre concrètement. C'est-à-dire une espèce vient envahir l'être humain qui doit se défendre d'une manière ou d'une autre. Et là, on n'est pas du tout sur des grands effets, etc. À part si Michael Bay se mettait au travail pour le réadapter, quoi. Est-ce qu'on serait pas dans la veine post-apo des années 70 justement, où on est dans du pré-apo là? Ouais. Un peu. Et dans cette veine écologiste aussi, on avait invité quelqu'un, on avait parlé de Soleil Vert, tout ça. J'ai l'impression que c'est un film qui est un peu... C'est un film de science-fiction des 70, on reconnaît la patte, on reconnaît un peu l'image, etc. C'est juste, c'est vrai que c'est... voilà, comme dans les années 70, c'est le moment où l'écologie arrive sur le champ politique, où ça commence on débat à l'international pour la première fois des enjeux de l'environnement, etc. Donc ça commence à peine. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le film sort vraiment, je crois que c'est 2 ans, un truc comme ça, après le... je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le congrès des Nations Unies, le tout premier congrès des Nations Unies pour parler... des enjeux écologiques. Donc c'est clair que ça s'inscrit vraiment dans cette époque-là, et il y a aussi ce qu'il y avait justement dans ces films de monstres des années 50, donc la peur du nucléaire, etc. Là aussi je trouve qu'il y a quand même il y a beaucoup de références, des espèces peut-être des références encore au nucléaire. On est encore quand même dans la guerre froide dans les années 70, la course à l'armement, etc. Et il y a aussi quelques références, donc l'espèce de liquide jaune qui est projeté contre les fourmis, comme une sorte d'attaque au gaz. Il y a une scène comme ça très particulière. Ouais, avec les fermiers. Comment ? Avec les fermiers, tu veux dire ? Oui, en plus qu'ils sont dessous. Il y a beaucoup de scènes comme ça où pareil, oui, je crois qu'ils filment, je sais plus, la lune ou le soleil qui a l'air très menaçant. Enfin, il y a quand même pas mal de signes comme ça. Alors c'est pas un film comme Des monstres attaquent la ville. Vem, ouais, c'est ça. C'est pas directement c'est pas des fourmis génétiquement modifiées ni rien, mais il y a quand même une menace. Il y a la paranoïa peut-être. Enfin, ce que tu dis, c'est peut-être ça. Enfin, le côté paranoïaque de la guerre froide, etc. Et du nucléaire. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai que cette scène où il va y avoir justement donc des civils qui vont être tués par ces scientifiques, parce qu'ils ont projeté une sorte de liquide qui va du coup empoisonner donc des civils qui étaient par là. Et c'est vrai qu'on voit qu'à ce moment-là, les scientifiques, donc les humains en général, sont montrés comme très individualistes, et ils se fichent de voir des cadavres. Enfin, ils sont pas plus émus que ça. On a 2 personnages justement. Enfin, surtout que ce qui est intéressant, c'est de voir quel rempart a l'humanité contre cette invasion fourmiliesque incompréhensible. Et on a 2 personnages qui sont assez différents, dont un qui est vraiment un peu, qui fait presque savant fou à sa manière. Un gros con. Mais c'est vrai que les fourmis de leur côté, il y a une scène où quand même les fourmis elles récupèrent leurs cadavres et elles les gardent dans une sorte de cavité de leur fourmilière, alors que les hommes ils vont laisser finalement leurs cadavres, même si les deux n'ont pas la même réaction, mais quand même ils vont quand même laisser leurs cadavres dehors. Ils vont pas forcément leur rendre une forme d'hommage comme le font les fourmis. Et d'ailleurs le film, je trouve, ce qui montre, c'est que comme les hommes ils sont pas capables de communiquer ou d'avoir cette espèce unité. D'unité, de s'organiser, d'être une vraie communauté, en gros de se sacrifier pour la communauté comme le font les fourmis, c'est un peu, enfin je pense que c'est ce qu'il veut montrer aussi Saul Bass quand il montre que les fourmis gagnent l'homme parce qu'elles savent. Et d'ailleurs dans ta vidéo sur les insectes, parce qu'il faut le dire, tu as fait une belle vidéo de 23 certainement d'une vingtaine de minutes sur les insectes au cinéma. Il me semble, et c'était fort intéressant, que tu développes sur en quoi les insectes sont meilleurs que nous presque dans notre
en tout cas, sont pas inférieurs dans leur construction de leur société. Et que les communistes s'en sont inspirés. Il y avait un livre qui s'appelle le communisme des insectes, chez les insectes. Oui. Non, mais vas-y. Ce que j'allais dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que tu disais que justement, les insectes n'ont pas de leader forcément, même chez les fourmis, et qu'ils arrivent quand même à être organisés, pas forcément individualistes, etc. Ce qui est marrant, c'est que dans le film, ils montrent pas un comportement normal de fourmis. Et j'ai l'impression que là il y a vraiment qu'il y a une reine qui donne des ordres, etc. Et enfin bref, que ce dont tu parlais est un peu altéré dans le film. Ouais. Je sais pas, parce que la reine, elle, quand on la voit dans le film, finalement, elle va manger. C'est un peu compliqué à décrire, mais on va dire qu'elle va manger une sorte, un produit empoisonné pour finalement ensuite pondre des œufs de nouvelles fourmis qui, elles, vont être à leur tour indestructibles. Enfin, je sais pas comment dire. Immunisées. Exactement. Et donc du coup, je voyais dans cette reine qu'elle avait aussi une fonction, qu'elle était une travailleuse aussi parmi les autres fourmis. À mon avis, je sais pas s'ils avaient réussi, parce qu'ils veulent atteindre la reine, parce qu'ils se disent si on détruit la reine, on détruit la colonie, mais finalement ils se rendent rapidement compte que ça ne sert à rien. Il y en a un des deux qui va vouloir le faire et l'autre va lui dire non mais c'est trop tard, c'est pas parce que tu vas atteindre la reine que tu vas arrêter ce qui est en train de se produire. Donc effectivement que les fourmis, même si la reine a une fonction elle aussi, c'est pas comme dans notre vision humaine où le roi et la reine, tout le monde travaille pour eux. Et d'ailleurs les fourmis, on dit tout le temps qu'elles sont travailleuses, etc. Mais en fait il y a plein d'études qui montrent que en fait la moitié de la colonie très souvent se balade, n'est pas forcément, c'est pas forcément des bourreaux de travail. C'est pour ça que souvent il y avait cette idée d'organisation sociale un peu parfaite, dans le sens où il y a une division du travail, mais en même temps tout le monde ne travaille pas tout le temps chez les fourmis. Sont plus les termites du coup qui, elles, vraiment tout le monde travaille, etc. Ouais. Je savais pas du tout. J'avais beaucoup lu Bernard Werber quand j'étais adolescent. Mais pareil. Mais moi au collège j'étais fan des romans Les Fourmis, je crois on en avait parlé. J'ai lu ça 50 fois quand j'étais gamin. Après Werber c'est bien jusqu'à un certain point quoi. Ouais. Mais moi quand t'es gamin c'est super bien, ça t'intéresse justement à la nature, aux insectes. C'est une bonne intro pour adolescents, mais t'en reviens quand tu vieillis, que tu lis d'autres trucs, t'en reviens assez vite. Ouais. Du coup, ça paraît assez limite, quoi. Mais du coup, 3 romans Les Fourmis, enfin la trilogie des Fourmis, est cool parce que notamment, il se met dans la vision, dans la tête, enfin sur une partie de la narration, il se met dans la tête d'une fourmi. Ou de plusieurs. Il y en a une après des petites histoires entre fourmis, etc. Et du coup, c'est trop cool. Mais c'est inspiré vraiment de leur fonctionnement, etc. Il avait scientifiquement travaillé dessus, effectivement, donc il avait plein de données, etc. J'irai voir. Ça m'intéresse. Le premier livre des fourmis, je le lisais quand j'étais gamin, du coup, je le lisais beaucoup. Ça doit se lire super rapidement, j'imagine. Ouais, moi, c'est le deuxième que je préfère. Ouais, pareil. Le jour des fourmis est meilleur. Ouais. Le premier est sympa, mais le 2 est meilleur. Voilà. Le 3 est un peu long et puis il s'épand. Et toi, t'aimes bien les insectes, du coup, je pense, pour avoir choisi ce film-là, etc. Dans la vidéo, on a l'impression que tu aimes beaucoup les insectes et que tu voulais leur rendre un peu ce qui leur appartient. J'aime bien. Je sais pas si j'aime particulièrement les insectes. Enfin, je trouve ça très intéressant, ça c'est sûr. Mais ce que j'aime bien, c'est justement ces choses. On a tendance toujours à s'intéresser aux très très grands, aux très très impressionnants, aux fantastiques, à ce qui est toujours très spectaculaire. Et finalement, les insectes qui sont si petits, et moi qui aime bien justement toute l'imagerie des monstres et toutes ces choses-là. Et finalement, à nos pieds, on les connaît pas très bien, et il y a plein de petites créatures dont on s'inspire pas mal finalement. Quand on regarde toutes les créatures qu'on a au cinéma, dans toutes les fictions, les insectes ont rien à leur envier. Ils ont des super pouvoirs limite. En plus, sans oublier les acariens, quoi. Qui ont vraiment des têtes de monstres. Ah oui, c'est totalement. Alors, et on est couvert de milliards d'acariens. Il y en a, ils ont des pinces pour couper la tête des autres pour pouvoir les bouffer. Mais il y a des guerres sur nos corps. Ah ouais, de ouf. On est des champs de bataille. C'est la guerre des mondes sur nos corps. Mais moi, je déteste ces insectes. Enfin, je les respecte. Je les tue pas, etc. Forcément, mais je déteste ces insectes. Je suis vraiment, ça me met très mal. Et notamment. Après, je suis pas forcément très à l'aise non plus. Je les trouve très intéressants. Je peux voir 15 000 documentaires, mais quand ils sont chez moi, je suis pas non plus. Des gens de documentaires, moi. Tu vois, les fourmis, ça passerait bien. Je crois que il y a ce côté-là, le fourmi, c'est un insecte qui dégoûte moins que les autres.
Enfin, pour plein de gens en général, je veux dire, que beaucoup de gamins aiment bien et n'en ont pas peur. Mais par contre, mon pire insecte pour moi, c'est la menthe religieuse. Et je peux te redire que revoir phase 4, une certaine scène a été difficile pour moi. D'ailleurs, j'ai un peu sauté. La chose surgit des ténèbres. Je l'ai pas vu justement. Non mais. Avec une menthe religieuse géante Ça qui me dit passe un par les truc. fenêtres pour attraper les habitants dans leur chambre. Ah. C'est vraiment masculin, je pense, la peur des menthes religieuses. Enfin, Ah ouais. pas pour rien. Non, mais j'ai l'impression, tu vois. Non, mais tu sais, pour son côté. Je sais pas si c'est juste moi. Et que ça n'a rien à voir avec le fait que je sois un mec qui déteste les menthes religieuses, ou c'est lié à un inconscient sur le fait qu'elle bouffe l'homme, etc. Je sais pas. En tout cas, je trouve, visuellement, que c'est un insecte horrible. Ouais. Non, c'est pour ça que je disais ça. C'est pour ça que j'ai fait. Mais du coup, non. Enfin, juste personnellement, je déteste les menthes religieuses. Et si vous aimez pas les menthes religieuses comme moi, sautez une certaine scène. Je vais vous proposer de passer un petit extrait. Ouais. Allez, je l'ai appelé Papote au bout du lit. Quand ils sont sur le lit, l'un au-dessus de l'autre, en train de papoter. James. Si j'ai manqué de bon sens et de raison durant les grosses chaleurs, je vous prie de m'excuser. Pourquoi ce sursis? Elles nous font rôtir le jour. La nuit, elles nous défient de sortir. Je me demande dans quel but. Qu'est-ce qu'elles veulent? J'ai réfléchi aux aspects de la spécialisation chez certains insectes, et notamment chez les fourmis. Restez tranquille. Essayez de dormir. Il y a dans chaque colonie des ouvrières, des mâles ailés et la reine. Société organisée par la reine et qui la maintient en vie. Elle est l'âme et le cœur de leur communauté. Elle est au centre de tout. C'est elle seule qui parle. Si elle mourait, discipline, organisation s'écroulerait. La bataille est finie, Abs. Nous sommes vaincus. Le seul espoir, c'est qu'elles consentent à nous répondre et qu'on puisse les convaincre qu'elles ont intérêt à nous laisser en vie. Je réussirai à localiser la reine et à la tuer. Enclencher le traceur sur sa voix quand elle parlera. Et voilà, donc c'est le plan. On est plutôt sur la fin du film à ce moment-là. Du coup, ils en ont un peu chié. Ouais. Pour cette scène, hein. Ils sont en train de discuter un peu au bout du rouleau, quoi. Il y a le gros con et l'autre. Et le jeune mec sapin. pas trop con. Qui veut sauver la fille d'ailleurs, alors que l'autre s'en fout. Ouais. Donc, que penses-tu des personnages? Moi, il me fait beaucoup penser, donc celui que vous appelez le con, qui est celui donc, qui est le plus vieux, Ouais. qui s'énerve très vite. Alors lui, lui représente celui qui veut vraiment dominer la nature, qui veut que l'homme soit toujours au-dessus. Et alors que l'autre, il va un peu plus douter, il va avoir un peu plus d'empathie, il va vouloir communiquer. Donc ils vont avoir ces deux aspects-là. Et moi, je sais pas vous, mais moi, le plus vieux et le plus têtu, il me fait vraiment penser à... Enfin, vraiment. Il me fait penser à Kint, dans Les Dents de la Mer. Celui qui pète un câble et qui casse la radio à un moment donné parce qu'il veut absolument retrouver le requin. Et lui, c'est un peu pareil, c'est-à-dire quand l'autre dit bon, c'est bon, on a pas un hélicoptère, on s'en va, l'autre va tout casser et va péter un câble en disant non, faut continuer, on doit détruire la reine. Et donc il a ce côté aussi, il a beaucoup d'orgueil, il va absolument vaincre ses fourmis. Quand l'autre plus raisonnable lui disait déjà il y a un moment, faudrait peut-être qu'on rentre. Donc il me fait penser au personnage des Dents de la Mer. Bon, pas du tout les mêmes films, mais.
Il y a le... Enfin, dans Les Dents de la Mer, après, c'est vrai que le personnage est plus attachant et un peu plus émotif, on va dire. Plus dominé par ses émotions. Ouais. Alors que dans Phase 4, il y a vraiment un côté presque inhumain. Enfin, c'est le rationaliste, le côté science, mais science qui en perd son humanité, ouais. Quand il trouve les morts et qu'il dit une phrase que Macron a dit presque la même. Ils auraient dû faire preuve d'un peu plus ils n'ont pas été assez rationnels, ils n'ont pas fait preuve ils n'ont pas été raisonnables. Donc il dit mais attendez, il y a des gens qui sont morts là, et voilà, et lui répond ils n'ont pas été raisonnables. Donc sous-entendu, s'ils avaient fait attention, et Macron avait dit une phrase comme ça. Cette petite vieille qui allait dans la manifestation. Faire preuve d'une certaine sagesse. Elle aurait dû faire preuve d'une certaine sagesse. C'est exactement ça. Et il a dit une phrase comme ça, voilà, s'ils avaient fait attention, ils seraient pas morts, ils avaient qu'à pas venir, alors que c'est clairement de leur faute. Et... Qu'ils mangent de la brioche. Non mais c'est bien vu, effectivement. Il y a un côté... le personnage est vraiment antipathique, du coup. On s'en rend pas trop compte au début, parce qu'en plus, c'est le narrateur du tout début. C'est lui qu'on suit, donc on va un peu inconsciemment se dire que, ok, c'est lui le héros. Ouais. Et au final, au bout d'un moment, en fait, quand ils arrivent un peu à être en difficulté, et que la guerre contre les fourmis commence, on se rend compte, on découvre son côté un peu froid et sans empathie. Et effectivement, on se dit que même les fourmis sont plus humaines que lui. Enfin, ouais. Mais elles ont l'air humaines, hein. Souvent on est même presque de leur côté. Plus eux, ils sont bardés de technologie, il y a de grosses machines partout qui fument avec des boutons qui s'allument. Voilà, on sait pas trop à quoi ça correspond, mais on sent qu'ils ont beaucoup de technologie à leur service. Alors que les fourmis, c'est la nature, donc en soi, à part brasser de la terre, en soi, il n'y a pas. Et pourtant, donc on a l'impression que c'est un peu, c'est quand même les petits contre les grands. Enfin, on a un côté où parfois on a presque envie de se mettre du côté des fourmis. Il y a une scène d'ailleurs qui est très, où on s'identifie vachement, je trouve, aux fourmis. C'est quand on suit une fourmi qui court entre les objets. Et il y a ce scientifique du coup assez antipathique qui essaye de l'écraser. Et nous, la caméra, elle est placée à l'échelle de la fourmi. Donc nous, le spectateur, on est comme la fourmi, on essaye d'échapper à ses mains qui veulent l'écraser. Et donc il y a un côté très... on s'identifie presque à elle, on n'a pas envie qu'elle se fasse choper, quoi. Et je la trouve super impressionnante, cette scène, parce que finalement, qui sont les envahisseurs, qui sont ceux qui viennent coloniser l'autre, et puis, c'est vraiment, on se pose la question, quoi. Et c'est Françoise L'Héritier, je sais pas si tu vois qui c'est, c'était c'est ça, qui disait dans un de ses textes que j'aime beaucoup, que on a un problème, il y a un problème avec le mot, l'expression être humain, faire preuve d'humanité, etc. Parce qu'elle partait du constat que ce qu'on attribue à faire preuve d'humanité, etc., c'est des concepts qui existent chez les animaux. Donc l'entraide, la fraternité, tout ça, etc. Alors qu'en fait, elle commence à se questionner sur... Alors, qu'est-ce qui nous définit ? Ah tiens, on est les seuls qui battent leurs femelles, les seuls animaux qui battent leurs femelles. Il y a les hommes. Donc, être humain, ça serait peut-être plus proche de ça, la vérité, etc. Donc, c'était super intéressant son texte sur cette réflexion. Et il me semble effectivement que... moi, ça m'a fait penser à ça en regardant le film et me dire que, finalement, on n'est vraiment pas mieux. Et est-ce qu'on est riche, nous, comme des choses bien, des bienfaits de l'humanité, c'est pas ce qui nous définit n'est pas forcément ce que l'on croit. Oui, totalement. Oui, je vois tout à fait. Et c'est vrai que c'est ce que, justement, dans ce film, ce côté vraiment l'opposition tout le temps, ceux qui sont très individualistes, ils se disputent tout le temps, donc il y a ce côté, ils savent pas communiquer, alors que les fourmis, entre elles, il n'y a aucun problème. Elles se sacrifient les unes pour les autres, elles sont vraiment super bien organisées, pendant que il me semble qu'ils ont des gros problèmes administratifs, ils ont des soucis avec la bureaucratie qui peut pas faire des dépassements de budget, donc ils les bloquent tout le temps dans leurs avancées scientifiques. Donc les humains sont complètement désorganisés, ils s'entraident pas du tout, ils se disputent tout le temps, et à côté de ça les fourmis elles font preuve d'un altruisme tout le temps, et c'est pour ça ce qui les rend assez invincibles face aux humains. Est-ce que c'est un film communiste ? Alors, y a des gens qui... Moi, je pensais que ça pourrait être aussi une préquelle à Starship Trooper, d'une certaine manière, du coup. Pas mal. Je saurais pas dire.
Et c'est où, pareil, les insectes sont... Oui, ce sont des insectes de l'espace qui se battent contre des marines humains, etc. Et on est l'avant-guerre. En mode plus guerrier, forcément, quoi. Tu l'as vu, ouais, Starship Troopers? Ouais, ça fait longtemps. Et c'est vrai que dedans, les insectes sont des êtres sensibles et qui ont une vie, mauvais, qui se font envahir et qui répliquent aussi fort qu'ils peuvent, quoi. Et après, il y a toute la communication de guerre qui se met en place pour se battre contre l'ennemi commun, quoi. Mais oui, c'est un peu grossir le trait, j'avoue. Non, c'est intéressant. Du coup, il y a la figure de cette jeune fille aussi, cette adolescente qui est recueillie, fille de fermier. Comment tu le vois, son rôle dans l'histoire et dans ce que veut dire le film? C'est une bonne question. Vu que je parlais justement qu'ils savent pas se sacrifier les uns pour les autres, bon, je veux pas dévoiler la fin non plus, mais la seule qui fera preuve d'un certain sacrifice, ce sera elle. C'est vrai. Et finalement, après c'est mon interprétation, hein, peut-être que c'est pas du tout ça, mais j'ai l'impression qu'elle en est presque récompensée d'avoir fait ce sacrifice. Alors voilà, je veux pas révéler la fin, donc, mais finalement, elle est la seule, disons, des trois qui est capable, elle, de se sacrifier pour les autres, qui est capable, pour faire avancer la communauté. Elle se comporte un peu comme les fourmis, finalement. Et mais après, voilà, je dis ça, mais en même temps, quand j'y repense, au début, elle se laisse aller par ses instincts. À un moment donné, elle casse quelque chose, sans réfléchir. Elle n'est pas très organisée, elle non plus. Donc je sais pas, c'est une bonne question. Oui, à côté, les fourmis ont tué son cheval, quoi. Oui, c'est vrai que les grands-parents n'ont rien à foutre. Alors, le cheval. Mais j'avais la mort quand le cheval est mort. J'adore les animaux. Ah bon. Non, mais ouais, c'est vrai que... Mais dans la tente, effectivement, il y a ce côté intéressant que on a dans une petite tente, finalement, enfin, une petite, c'est relatif, mais dans ce petit espace, on a 3 êtres humains qui sont dans l'incapacité de communiquer entre eux. Ils font chacun leur truc dans leur côté. Et chacun a un point de vue différent. Enfin, voilà, il y a cette... c'est très juste, j'avais pas vu, du coup... Merci. Mais c'est une belle analyse. Encore, Sam, quand il y a la vidéo. Non, je sais l'avais pas pas vu comme ça. Et... Je pense qu'il y a plein de lectures aussi. Hein, oui, c'est aussi un film très contemplatif, très, très lent, mais sans être ennuyant. Et très, très visuel, quoi. Enfin, je trouve que pour la revue, donc, ce matin, mais j'ai pas le regarder trop avant l'émission, j'étais dans les images, mais c'est ouf, quoi. Enfin, vraiment, il y a toujours un peu ce grain qui ressort. Non, c'est du scope, je sais même pas, non, c'est du 35, ouais. Enfin, forcément, c'est du 35, mais c'est... Par 2 secondes, j'ai l'impression que c'était du 4/3, mais pas du tout. Et, ça aurait pu, ouais. Et les images sont folles, en tout cas. J'ai vraiment réadoré retrouver cette ambiance que j'avais pas vue depuis quelques années, quoi. Et puis, sur le côté forme géométrique, moi, ça me... Enfin, je sais pas, j'adore. J'adore quand il y a des formes. Et du coup, le film me régale là-dessus avec, on disait le chant, les espèces de... Enfin, c'est pas de ruches, mais les espèces de totems bâtis dans le désert qu'il trouve. Du coup, le film est impressionnant aussi sur les visuels qu'il offre là-dessus et qui donne vraiment une ambiance très très particulière et qui fait un peu... qui montre si une autre espèce était devenue intelligente, ce qu'il pourrait faire enfin voilà, ça se projette un peu dans l'esprit de tiens, je serais architecte d'une autre espèce, tiens, qu'est-ce que je ferais, etc. C'est et vrai. je pense que c'était un bel exercice qui est assez réussi. Oui, totalement. Et d'ailleurs, il y a donc vers la toute fin, il y a un plan justement qui est très très beau, où il y a des fourmis. Donc, en fait, alors ça aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que les fourmis, elles sont filmées vraiment à la même échelle de plan que les hommes. Donc, si, remarque, on en a parlé, c'est quand on dit qu'elles sont filmées de très très près, mais on n'a pas forcément... Voilà, on a l'impression elles sont, oui, mises à la même échelle que les êtres humains. Et donc, du coup, ce qui fait que, à la fin, en fait, il y a un plan comme ça qui montre les fourmis sur leur totem, je dirais, en tout cas sur des espèces de pierres, et qui sont qui ont l'air d'être de la taille d'un être humain. Enfin, c'est l'effet de caméra, bien sûr, elles gardent toujours leur petite taille, et il est très très beau. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment parce que c'est le final, donc c'est quelque chose qui est quand même assez ouvert. Hein. Il y en a qui peuvent dire ça finit mal, d'autres qui peuvent dire ça finit bien. Je pense que ça dépend. Finalement, c'est pas si clair que ça. Mais disons, il y a beaucoup d'images comme ça qui arrivent et qui sont très différentes les unes des autres, qui sont un peu
je sais pas comment on pourrait dire ça, très coloré, très Ouais, Oui. psychédélique, il y a Ouais, une peut-être, espèce de ouais. montage très stylisé. C'est ce à quoi tu penses? Ouais, totalement. Ouais, que c'est un peu plus expérimental, ce final-là. Ça part un peu dans tous les sens, dans le bon sens du terme, hein, mais... Mais Ouais, c'est ce qui marque, de toute façon, tu ressors du film en disant tiens, je viens de voir vraiment un truc atypique en tout cas et qui marque, enfin vraiment quoi. Et déjà, enfin, je me demande comment ça a pu être produit avec un message pareil, avec une fin, avec ce genre de message à la fin. Ça n'a pas marché du tout. Bah, Ouais, non, Du coup, Parce qu'ils pas avaient fait étonnant, une mais- affiche un peu gore. Et c'était un comble quand même que ce soit pas lui qui réalise l'affiche de son propre film, vu qu'il était quand même celui qui a fait parmi les Oui. plus grandes affiches du cinéma. Et en fait, apparemment, c'était une commande de ce que j'ai lu. Et il voulait en fait qu'il fasse une série B avec des monstres, en fait, des insectes tueurs. Et d'ailleurs, voilà, sur l'affiche en fait originale du film, il y a une main trouée de sang qui présente un film très gore. Alors que je crois que dans le film, il n'y a pas une goutte de sang. Non. Il me semble que j'ai Non, aucun il y a des souvenir de- trous à des moments, enfin qui ont Il y a été un- faits qu'on voit il y a un trou dans une main. qu'on Il y a va un trou qu'on dans va une faire main, qu'on va mais- faire par les fourmis, mais il n'y a pas de sang en soi. Enfin, c'est pas gore à aucun moment, en tout cas, c'est sûr. Non. C'est des blessures, quoi. Après, il y a des références. C'est ce que est plutôt sympa aussi dans ce film, qui est un film de science-fiction, mais qui a aussi il y a des références un peu à l'horreur. Il y a aussi des références au western. Donc, ce côté justement, l'envahisseur aussi de l'espace. Et voilà, le côté un peu plus film d'horreur, c'est peut-être justement que l'endroit soit, que les populations soient parties. Je crois qu'il y a une scène où il y a tout qui est renversé autour de la maison. Ouais. Ces fourmis qui sortent d'un corps, mais en même temps, c'est pas. Il y a pas de sang, quoi. Il y a pas de Oui, diffusion de sang. C'est pas, ça se veut pas gore du tout. Enfin, c'est sûr que les gens qui devaient rentrer dans les salles pour regarder ce film en disant tiens, t'as vu l'affiche, on va voir un Ouais. film de monstres, ils ont dû faire what the fuck, qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi. Ça a dû vraiment leur faire bizarre, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, c'est très, j'allais dire kubrickien, quoi, un peu dans l'approche de son cinéma, quoi. Un peu minimaliste, assez calme, lent. Ouais, du coup, Ça installe des ambiances, ouais. etc. Il fait 1h24, je crois, de mémoire. Vraie ambiance. Et il est même pas très Ouais. long, hein. 1h24. Ouais, c'est ça. Il sait vraiment très très bien, et dans ses génériques, dans ses courts-métrages, installer une ambiance aussi. Je trouve qu'il y a un vrai talent là-dessus aussi. Ah oui, complètement. Et un autre truc que je trouvais intéressant sur ce film, c'était le rapport à la guerre. Ce qui est marrant de prime abord, c'est qu'on se dit un film sur des fourmis qui attaquent les humains, ça fait pas très peur comme ça. Et ça paraît surtout ridicule. Et le film arrive à jamais l'être. Ah oui, totalement. Et d'ailleurs, ce que je trouve aussi surprenant, c'est que les personnages, très vite, le prennent au sérieux. Alors que moi, je me serais dit qu'il y aurait peut-être une période plus longue où les personnages vont dire bon, quand même, c'est des fourmis, quoi. On sort, on les écrase, puis c'est terminé, on rentre chez soi. Et là, il y a ce côté où très rapidement, ils prennent la menace au sérieux. Et effectivement, et nous, les spectateurs, on le comprend parce qu'on a vu que le pauvre cheval avait malheureusement pas survécu aux attaques des fourmis. Mais c'est vrai que ils vont tout de suite prendre ça très au sérieux, alors que ça aurait pu être tourné un peu en ridicule. Genre, on va shooter dans la fourmilière et c'est terminé. Il n'y a pas de quoi en faire une histoire de cosmos, de totem. Mais Ouais, ça me renvoie à l'émission qu'on avait fait sur Jurassic Park. On disait qu'on partait de personnages scientifiques et que le réalisateur prenait au sérieux les discours scientifiques et s'y intéressait et essayait d'intéresser le spectateur au point de vue scientifique. Et je trouve que là, on est vraiment dans la même démarche. On a un film sur des scientifiques et on a un film qui déploie des conversations de scientifiques limite pointues des fois. Enfin, je sais pas ce qui est vrai ou faux, plausible ou pas, mais en tout cas, voilà, ça prend ces personnages de scientifiques au sérieux et ça développe leur discours. Et ça nous intéresse à leur discours, etc. Donc c'est un film un peu geek pour ça, peut-être. quand ils sortent aussi avec la combinaison, on a l'impression qu'ils sont dans l'espace. Ouais. À un moment donné, ils doivent sortir de leur dôme pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Et comme ils ont projeté cette espèce de poison jaune tout autour, ils doivent mettre une combinaison particulière. Et donc ils sortent comme ça et on dirait vraiment des spationautes qui se déplacent tout autour du dôme, dans le désert en plus. Dans le désert, aussi. Donc on dirait vraiment une autre planète, quoi. Alors que bien sûr, ça se passe aux États-Unis. Et c'est vrai que la différence entre ce désert tout plat, tout vide, et justement toutes les galeries des fourmis, qui finalement ressemble plus à presque une ville, quoi. Il y a même des lumières rouges, vertes. Alors oui, il y a même une fourmi verte. Alors ça,
qu'on suit pendant longtemps, parce qu'il y a des fourmis C'est vrai. noires, des fourmis jaunes, des fourmis un peu marron. Et il y en a une qui est verte et qu'on suit pendant un long moment. Et je sais pas si elle a une particularité, mais en tout cas, c'est peut-être pour qu'on la reconnaisse entre les autres. Mais Ouais, peut-être. Ouais, je suis en train de réfléchir Ouais. aussi. Ouais, pareil, j'ai peut-être des sous-intrigues de fourmis qu'on n'a vraiment pas capté, etc. Vous avez vu leur narratif de la souris? Ah ouais, la fourmi verte, c'est vraiment terrible ce qui arrive. Fallait qu'ils pensent aussi à leurs spectateurs fourmis. Hein. Ils ont ah bah, fait- Et faut présenter tout le monde. comme ça, les petites fourmis sont allées au ciné. Elles se sont fait bon, les trucs d'humains, on s'en fout, mais Ouais, pas mal, pas vous avez vu mal. comment on les a niqués, ça Les galeries sont un peu surfaites, moi j'aurais pas fait comme ça, tu vois. Très art déco. Très haussmanien. Ah, moi je préfère moins de couleurs. Non, ouais, effectivement. Mais comme tu as dit, on a vraiment énormément de plans sur les fourmis. Et des fois, on suit des fourmis, on sait pas trop ce qu'elles font. Enfin, il y a des petites séquences comme ça, on sait pas trop exactement ce qui se passe. Mais voilà, on suit des fourmis, on voit qu'elles se parlent, on voit qu'elles se déplacent. Il y a la scène où justement, en fait, où elle, qui est assez impressionnante. Je crois qu'elle dure. Il y a deux moments qui sont avec beaucoup de fourmis, comme tu disais au tout Il y a début. beaucoup de fourmis, non? Ça s'ouvre. Il y a 10 minutes de fourmis, je crois quand même. Il y a vraiment. Ouais, il y a un j'étais en moment mode vraiment, donné je où- me rappelais pas dans le film qu'il y avait autant de fourmis au début. Est-ce qu'on mettrait pas Vraiment. est-ce qu'on mettrait pas un compteur de fourmis, de nombre de fois on dit fourmis? Oui, je pourrais le faire après sur le podcast, enfin, c'est, en montant, etc. Je pourrais le faire. Et oui, je me rappelle plus du coup. Ah oui, si, il y a une autre séquence du coup où on voit, on est dans les galeries avec elles, et là en fait elles ont ce morceau encore une Oui. fois de poison jaune, Ouais. et c'est cette fameuse scène où en fait elles se passent, elles se font le relais voilà de ce poison et elles en meurent en fait, donc elles traînent sur quelques, on sait pas, centimètres, mètres, elles traînent le poison jusqu'à l'autre, puis elles se laissent mourir, etc., jusqu'à la reine. Donc c'est là où en fait on montre qu'elles se sacrifient une par une, et ça elle est super belle cette scène. Encore une fois, c'est des fourmis qui se baladent avec une miette quoi, mais avec les couleurs, il y a une musique, en plus elles font des bruits pour communiquer entre elles, donc qui sont un peu je trouve pas que ce soit anxiogène ou que ça fasse tellement peur, mais c'est assez fascinant en fait à Ça beau regarder. ces soldats qui vont se sacrifier pour la cause. Hein, ça Bah, ferait c'est bander des magnifique. dictateurs. Ah oui, ils se sacrifient pour pour la bien Pour, commune. pour la communauté, et à la fin finalement c'est leur union et leur sacrifice qui font que bon, je raconte pas la fin. Ouais. Comme si on n'avait pas deviné. Attention, spoiler. Non, du coup, c'est un film qu'on peut regarder en ayant eu tous nos spoils. Là, je crois que ça gâche pas trop l'expérience, il me semble. Ah oui, Ouais. de toute façon, moi je Ouais. pense qu'on m'aurait dit la fin, c'est pas Oui. du tout dérangeant. C'est pas- le voyage qui compte. C'est beau. Julien de la Jungle. Qu'est-ce que. Ah, mais Et, ça. non, j'avais une question que j'ai failli à moitié oublier pour changer. Pas une question, mais une remarque. Oui, aussi, quand on parlait des couleurs qui sont projetées, etc., il y a aussi le côté l'humain qui recolore la nature. Enfin, et c'est toujours dans ce côté très visuel de la réalisation, avec les formes, ce désert, etc. Et aussi ce changement de couleur, d'environnement qui est fait, ça donne toujours un effet assez dingue, en fait. C'est une remarque, c'est pas une question. Non, mais on peut jeter nos observations. J'ai noté une observation aussi en regardant le film. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les... C'est un podcast. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films de science-fiction, quand ils montrent une base scientifique, il y a souvent le même bruitage. Et là, il y a ce bruitage où il y a à moitié des bruits de bulles. Il y a un petit... Non, ça vous a... Ah ouais, non. Eh ben, si vous voyez Ah, le film, chers spectateurs, vous penserez peut-être à ça en voyant cette scène. Mais moi, c'est c'est vachement pas le bien. premier film où il y a ce délire de... On montre une base militaire et il y a ces espèces de petits bruitages un peu rigolos. Très, très science-fiction années 70, voilà. Donc il y avait ce bruit qui est dans la base de son, etc. d'Hollywood. Il faisait ouais, t'as le Mais son, voilà. ouais, d'accord, je te le mets là. Je suis sûr l'avoir entendu plusieurs fois, quoi. Mais ça, Ah, les je vois bruits ce que sont tu veux vachement dire. bien, Ouais. on ressent bien le fourmillement aussi. Il y a Ouais. plein de petits trucs comme ça. Faudrait y prêter plus attention, évidemment. Ouais. mais- Pour des gens qui font des génériques, donc des choses très visuelles, Scholbass et Nbassa, d'habitude, là, c'est un film qui est aussi extrêmement travaillé sur le son. Et voilà, ça aurait pu être une crainte un peu de leur côté qui mettent tout sur le visuel, mais je trouve qu'il y a un travail rare sur le son, qui est rare dans les films de science-fiction. Oui, je suis bien d'accord. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont réussi à faire. Et puis justement, c'est impressionnant que ce soit
même si voilà, ils ont beaucoup d'expérience bien sûr, et ils ont beaucoup d'expérience au moment où ils font le film déjà, mais effectivement c'est impressionnant que ce soit un premier long métrage. Voilà, c'est quand même, c'est bien dommage que c'est été le seul. Oui, c'est étonnant ça. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'ils ont vraiment réussi à faire quelque chose, voilà, qui restait, quoi. Et d'ailleurs, oui, j'y pensais, pardon, parce qu'on parlait de l'affiche tout à l'heure. C'est vrai qu'après le fait que ça a été présenté comme une série B, qu'il y a eu toute cette affiche, la déception du public, etc. Et ça, je ne sais pas si vous savez pourquoi lui n'a pas pu faire l'affiche de son propre film. Est-ce que c'est parce qu'il voulait vraiment le vendre comme un truc gore ou... Attends, je l'appelle, on va lui demander. Non, j'ai aucune idée, personne. Tu cherches ton internet. Moi, j'arrive. Pourquoi je basse Je crois qu'il est mort en plus. Bon, en tout cas, les gens auront deviné que... Ah bon mais elle aussi... Ah non, elle est pas morte, je crois. Et j'ai vu qu'elle a 97 ans, Hélène Basse. Ah bon, on peut essayer de l'appeler. Ouais. Bon, on peut essayer de l'appeler si elle l'entend encore. Mais je pense que les gens auront compris qu'on est trois à recommander le film, parce qu'on a déjà parlé de films qu'on recommandait pas toujours. Ouais, c'est les producteurs qui avaient dit ça pour vendre plus en mode horreur, etc. Enfin, il n'y a pas trop d'explications, de ce que j'ai trouvé très rapidement sur les internets. Pour le vendre. Ouais, les producteurs. Ouais. Ils savent vendre. Ah, les producteurs. C'est un problème récurrent encore, je trouve, dans les bandes annonces sur certains films, des fois de mal vendre le film, de donner le mauvais ton, etc. Et ce qui peut amener à vraiment être déçu pour les gens. Enfin, je trouve que c'est vraiment une des pires idées encore aujourd'hui d'essayer de vendre le film autrement que comme il est. Parce que les gens seront déçus, ça fera forcément mauvaise presse. Voilà. Après, moi, ça m'est arrivé aussi de voir des bandes annonces d'un film en me disant ah ouais, je verrais bien une série B un peu nulle. Et en fait, c'était complètement autre chose. Et je me suis fait avoir, mais j'étais bien contente de découvrir un truc que j'aurais pas forcément. Mais ça, c'est peut-être. C'est plus rare. Ça arrive pas tout le temps. C'est vrai que parfois, on peut se dire bon non, c'était pas du tout ce que je voulais voir, mais. Il y a certainement des gens qui ont été très bien, agréablement surpris, et certainement si aujourd'hui on considère, par exemple, pour reprendre Phase 4, que c'est un film aussi culte et qui nous plaît autant, je suis certaine qu'encore aujourd'hui il y a des gens qui se sont dit tiens, je vais télécharger ce film en se disant bon, ça va être un truc avec des fourmis tueuses qui arrachent la chair des gens, etc. Et qui finalement étaient plutôt agréablement surpris. Bon, c'était pas ce à quoi ils s'attendaient, mais c'est pas non plus un film qui soit très lent, long, très intellectuel. Enfin, c'est pas non plus, on se fait pas complètement c'est un film d'ambiance, il y a un côté vraiment ambiance, c'est génial. En tout cas, suite à la sortie du Blu-ray de Carlotta, donc on peut encore de nouveau saluer, il y a eu énormément d'articles dans la presse. Là, j'ai fait une recherche très rapide, etc. Enfin, France Télé, France Culture a fait une émission complète dessus. Évidemment. Énormément de petits podcasts dans notre genre. Donc, dans la communauté cinéphile, c'est clair que c'est un film extrêmement reconnu quand il est connu. C'est pour le grand public, effectivement. Quelqu'un qui lance ça sur Netflix, si ça lui arrive, ça peut lui faire un peu bizarre, quoi. Ça peut... Ouais, et puis surtout, il y a beaucoup de fourmis. Toi aussi, je pense que c'est comme... Enfin, moi, les années 70, c'est ma période préférée en cinéma. Et j'ai l'impression que t'aimes bien les années 70 aussi. Et il y avait vraiment un rythme particulier à cette époque-là, et même plus que les années 50-60. Enfin, un cinéma était devenu un peu plus lent, j'ai l'impression. En général, plus posé. Et à contrario, après 80-90, bon, c'est reparti, mais j'ai l'impression que dans cette décennie-là, il y avait un rapport au temps dans les films qui était un peu plus posé. Et moi, j'apprécie bien ça après. Oui, totalement, c'est possible. Et c'est vrai que je repense, quand tu dis années 70, je pense tout de suite à des films qui se passent dans le désert, justement. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que, et sans compter même les westerns, il me semble que Peckinpah, c'était dans les années 70, qui faisait les westerns... en extérieur avec de la poussière partout, désertique, mais aussi c'est l'année je crois de Massacre à la tronçonneuse, La planète des singes aussi, d'une certaine manière, qui peut avoir une esthétique. La planète des singes, c'est dans le désert. En tout cas, tout le début, etc., la planète qu'ils explorent, elle est complète. Moi, je pense à Zabriskie Point, quand tu me parles de désert, années 70. Mais... Oui, ouais. Avec cette belle scène sur du Pink Floyd dans le désert. Et on peut revenir encore sur Flûte, le film. Peter Watkins. Ouais, j'y pensais aussi. Et Punishment Park, ça y est, j'allais dire Vanishing Point. Mais ça aussi, c'est un film qui se passe dans le désert, non? Dans les années 70. En plein dedans. Non, mais voilà, années 70, lenteur, désert, c'est vrai que c'est une ambiance particulière,
Mais je suis assez d'accord, moi aussi, ça me plaît bien. Et il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont faites, et dans tous les genres. Et voilà, je sais pas pourquoi, moi, ce côté, voilà, le soleil, période un peu aussi, juste après, aussi tout le mouvement hippie, etc. C'est ça, il y avait le rapport à aller dans le désert, prendre du LSD, il y a un peu ce côté-là aussi. Ouais, et puis la terre, entre guillemets, enfin voilà, après, tous les grands discours de western sur la colonisation, etc., toutes ces choses-là, et de conquérir les grands espaces, et voilà, et ensuite, voilà, dans les années 70, ils reviennent dans le désert, et là, c'est plus du tout une terre à conquérir, là, c'est complètement cauchemardesque. Avec une adhésion aussi. Ah oui, grave. Bah oui, tiens, comment oublier. Ouais, totalement. On peut te retrouver sur où ça, du coup? Parce qu'on va devoir finir cette émission pour passer la parole au chant des meutes qui va passer derrière. Sur YouTube? Alors voilà, ouais, sur YouTube, c'est Vidéodrome. Alors vous tomberez sur le film si vous cherchez ça comme ça, mais si vous cherchez Vidéodrome Sam Cocaille, c'est un peu complexe, mais voilà, vous trouverez mes vidéos. Et donc si vous arrivez sur la page des Intergalactiques, sur cette émission, sur celle du podcast qui sera mis en ligne demain, enfin donc ce mardi, ou autre part, on l'a mis un petit peu de partout, donc vous avez juste à cliquer pour tomber sur la chaîne de Sam. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Un très grand merci, c'était très cool. C'était cool. Et Nico, on se revoit pas tous les deux avant quelques semaines. Ouais, avant 2021. C'est ça, avant 2021. Moi, je ferai une émission la semaine prochaine, peut-être avec Anne, de la programmation litée sur les musiques de films qu'on a bien aimées dernièrement. Je pourrais être là d'ailleurs, je pars mardi au final. Le 21, tu viens avec nous, cool, parfait. Et le 28, pour parler d'une sélection littéraire de bouquins de science-fiction avec Anne, donc voilà, cool. Ça va être cool. On va faire une petite sélection 2020. Une bonne soirée à tous, c'était les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation des Intergalactiques en compagnie de Sam Cocaille de la chaîne Vidéodrome, et donc nous sommes sur Radio Canyon 102.2. La plus rebelle des radios. C'est toi qui veux le faire à chaque fois.